La République autonome ukrainienne de Crimée se retrouve au centre d'une crise sans précédent depuis la fin de la guerre froide, une crise qui oppose la Russie à l'Ukraine et aux pays occidentaux. Depuis la crise de la Crimée en 2014, les relations avec la Russie se sont terriblement dégradées. Conséquence, depuis 2017 déjà, les observateurs de la paix regardent l'Europe se réarmer progressivement pour faire face, entre autres, à la menace russe. C'est ce que révèlent les données du CIPRI, l'Institut national de recherche sur la paix de Stockholm, qui tente chaque année d'évaluer le dynamisme du marché de l'armement mondial pour en interpréter tous les signaux et émettre ses recommandations. La quasi-totalité des grandes régions du monde est touchée par au moins un conflit armé et les affaires des marchands d'armes et de technologies militaires se portent plutôt bien. Qui sont aujourd'hui ceux qui font le marché et qui s'enrichissent quand l'humanité se déchire ? Quels pays détiennent réellement les savoir-faire et les compétences technologiques et comment s'organise la coopération pour assurer la défense de l'Europe ? Enfin, quelles perspectives peut-on attendre avec la montée des tensions entre la Chine et ses voisins, notamment Taïwan, avec la déclaration de guerre de Vladimir Poutine et avec la course aux armes dans laquelle se sont lancés le Maroc, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Australie, le Pakistan et tant d'autres, dont l'Europe tout entière. Nous avons réalisé un bilan de la situation et le signal qu'il renvoie n'est hélas pas très positif, sauf peut-être pour les investisseurs. Pensez à vous abonner avant que le ciel nous tombe sur la tête et bienvenue sur Money Radar. S'il est un marché difficile à étudier, c'est bien celui des armes. Les données ne sont pas toutes publiées, ni même accessibles facilement, et les organismes qui se sont donnés pour mission de le surveiller, comme Oxfam, Amnesty International ou l'Institut international de recherche pour la paix à Stockholm, savent que les chiffres qu'ils collectent ne reflètent pas vraiment la réalité. Néanmoins, le dernier rapport du CIPRI, daté du 14 mars 2022, parvient à donner une idée de l'état de la paix dans le monde, région par région, en observant pour cela les transferts d'armes entre pays, autrement dit les importations et exportations, et en s'appuyant sur la plus grande base de données mondiale sur l'industrie de l'armement. Le commerce mondial diminue légèrement, mais les importations en Europe, Asie de l'Est et en Océanie augmentent. C'est le titre du communiqué de presse qui accompagne le rapport. Que dit-il exactement ? En tenant compte de périodes de 5 ans, les ventes d'armes au niveau mondial ont reculé de 4,6% entre 2016 et 2021. A priori, c'est une excellente nouvelle, cela signifie que les armées ne sont plus une priorité, voire que les pays se désarment et que le temps est à la paix. Comme quoi, une statistique n'a pas toujours raison, surtout lorsqu'elle est aussi générale. En Europe, les importations bondissent de 19% en 2021, jusqu'à maintenant tirées par le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas, mais de nombreux autres pays ont mis en place des plans d'investissement militaire, et le conflit ukrainien va à coup sûr leur donner un grand coup d'accélérateur. Dans le reste du monde, l'Australie a augmenté ses budgets de 62% et les pays d'Asie de l'Est craignent le conflit avec la Chine et se dotent de 20% d'équipements supplémentaires. Après avoir subi une hausse de plus de 80% avant 2016, puis une baisse importante, le marché des armes est de nouveau florissant sous le soleil d'Arabie Saoudite, plus 27%, ou du Qatar, plus 227%. Le Moyen-Orient devrait à nouveau voir ses importations augmenter d'ici à 2023, comme chez nous en Europe. Enfin, la Chine, qui voit d'un mauvais œil l'expansion de l'OTAN, annonce un budget en hausse de 7,1% pour cette année, avec 1 450 milliards de dollars contre 740 pour les États-Unis. Les armes, c'est un marché colossal, estimé à plus de 2 000 milliards de dollars, hors ventes illégales, et qui devrait bondir de près de 8% cette année. En 2006, Oxfam estimait le nombre d'armes en circulation dans le monde à environ 650 millions. 10 ans plus tard, une autre évaluation du Small Arms Survey avance le chiffre de plus d'1 milliard. Si on regarde ces évolutions en volume, le constat est inquiétant et chaque année, ce sont en moyenne 500 000 personnes qui meurent dans le monde victimes d'une arme à feu, que ce soit en temps de paix comme en temps de guerre. Une arme n'est pas un produit comme un autre, on ne vend pas des technologies militaires comme on exporte du vin, des céréales ou des jouets. Le commerce est strictement encadré par la législation propre à chaque État et par de nombreuses conventions internationales qui visent à réguler les activités licites et lutter contre les pratiques qui aboutissent à la création de ce que l'on appelle le marché gris. C'est le cas du traité des Nations Unies sur le commerce des armes signé en 2013 par 130 pays. Ou de la réglementation ITAR qui prévoit que pour pouvoir utiliser des pièces américaines pour fabriquer une arme, il faut d'abord l'autorisation des États-Unis.
Mais vendre des armes signifie aussi communiquer ses savoirs stratégiques à une puissance étrangère. Ainsi, les relations entre acheteurs et vendeurs sont bien plus étroites et les utilisations des produits vendus sont limitées. Alors, qui fabrique les armes, qui les vend et qui les achète ? Sans surprise, les plus gros pourvoyeurs d'armes et de matériel militaire au monde sont les États-Unis, qui fabriquent et vendent à eux seuls près d'un tiers des armes échangées l'année dernière. Ils sont suivis par la Russie et la France, et à eux trois, ils dominent 70% du marché mondial. Les Big Five mondiaux de l'armement sont évidemment américains. Le 5e plus gros vendeur d'armes au monde est la General Dynamics Corporation, célèbre pour son avion chasseur, le légendaire F-16. Elle pèse actuellement 66 milliards de dollars en bourse et a vu le cours de son action tripler en moins de 10 ans. Les 97 000 salariés de Northrop Grumman Corporation, son challenger, travaillent à développer des appareils et des systèmes de défense qui rencontrent beaucoup de succès. En bourse, c'est plus 643% en 10 ans. Ensuite viennent les activités militaires de l'avionneur Boeing, qui sont estimées dans la base de données du CIPRI à 55% de son chiffre d'affaires global. Pour de nombreux analystes, c'est grâce au dynamisme de sa branche armement que Boeing a pu se sortir du choc économique et touristique lié à la pandémie. Le titre s'échange $191 actuellement contre 67 il y a 10 ans. Le deuxième plus gros prestataire mondial de sécurité militaire et spatiale s'appelle Raytheon Technologies. Il pèse 151 milliards de dollars à la bourse de New York. Il est donc plus gros que le numéro 1 en termes de capitalisation, mais pas d'activité. Lockheed Martin, 117 milliards de dollars, est le vendeur le plus actif, avec un chiffre d'affaires de 67 milliards de dollars en 2021, en hausse de 3%. C'est plus que LVMH. Avions militaires et civils, hélicoptères, contrôle de tir, missiles et défense aérienne, conseil stratégique, préparation aux missions et soutien logistique, les Américains aiment et savent faire la guerre et il est normal qu'ils dominent le secteur. La liste des plus gros vendeurs d'équipements militaires se poursuit avec un premier concurrent, situé cette fois sur le vieux continent, en Angleterre. BAE Systems emploie 78 000 personnes et réalise 25 milliards de recettes en 2021. Viennent ensuite 3 groupes chinois, Norinco, qui produit armes de poing, fusils et blindés, la Société d'industrie aéronautique de Chine connue sous l'acronyme de AVIC, et enfin le spécialiste de la tech chinoise CETC, 3 entreprises nationales qui ne manquent pas de travail, bien que les exportations aient diminué de 30% ces 5 dernières années. À elles trois, elles ont produit 47 milliards de dollars d'armes en 2019 et près du triple en 2020, 173 milliards. Enfin, la compagnie européenne Airbus et le français Thales, notre plus gros spécialiste des systèmes de défense, arrivent respectivement à la 11e et la 14e place. Face à ces géants de l'armement qui détiennent des technologies stratégiques, les clients sont toujours les mêmes. Les armes de catégorie A, dites armes et matériel de guerre, sont strictement réservées aux armées et leur vente est interdite en privé. Ce sont donc des gouvernements ou les représentants des organisations militaires comme l'OTAN qui négocient les contrats d'achat ou de vente. Dans le monde, c'est l'armée de la Chine qui domine avec ses 2 millions de soldats et 500 000 réservistes. Selon le rapport Global Firepower de 2022, elle est suivie par les Américains, 1 400 000 soldats et 440 000 réservistes, et puis par la Russie et l'Inde. La France arrive à la 7e place derrière le Japon et la Corée du Sud. Et incontestablement, la plus grosse armée européenne se trouve en Russie. Viennent ensuite la Turquie et l'Ukraine, avec respectivement 355 et 209 000 hommes recensés dans la base de données de l'Institut international de données stratégiques en 2022. Enfin, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et le Royaume-Uni, avec 886 000 hommes en tout. Si la Russie, deuxième exportateur d'armes au monde, ne peut plus compter dorénavant que sur ses propres industries et sur celles de son voisin chinois pour équiper ses troupes, elle n'a rien à envier à personne. De 2015 jusqu'à 2020, c'est-à-dire depuis la Crimée jusqu'à la crise sanitaire, elle a considérablement modernisé ses armées grâce aux dernières technologies étrangères, et notamment celles de la France, malgré un embargo sur la vente d'armes en vigueur depuis 2014. En 2018, par exemple, 60 avions de chasse russes ont été équipés par Thales et leurs hélicoptères ont reçu un système d'imagerie de pointe développé par Safran. L'Ukraine, troisième plus grosse armée d'Europe, reçoit du matériel en provenance de nombreux pays, principalement des États-Unis, mais elle peut aussi compter dans son inventaire des systèmes de défense anti-chars britanniques, des blindés et missiles sol-air allemands, des lance-roquettes suédois, des fusils d'assaut et des canons finlandais, des cartouches espagnoles et des équipements de protection français. En Europe, la sécurité est en théorie assurée par les États et par l'OTAN. Pour cela, l'OTAN a justement émis une recommandation. Idéalement, et pour être efficace, chaque État membre doit consacrer l'équivalent de 2% de son PIB annuel à la défense.
Un conseil assez peu suivi, puisque jusqu'en 2016, ce rapport évoluait entre 1 et 2% contre 3,7% aux États-Unis. Mais la crise de Crimée a provoqué un premier choc dans toute l'Europe et lancé le signal du réarmement. Dès 2016, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne évoquent déjà de vastes plans d'investissement militaire étalés sur 5 à 10 ans. En France, la loi de programmation militaire porte sur les années 2019 à 2025 et prévoit les investissements nécessaires pour rééquiper et moderniser nos armées. Rien que l'année dernière, nous avons reçu quelques colis, dont 3 avions A330 ravitailleurs, 12 000 fusils allemands HK416, 30 hélicoptères, 120 blindés, une frégate et 120 000 treillis neufs. Et la liste des commandes à recevoir pour 2022 et 2023 est longue. Le montant du budget des armées est passé de 39,2 milliards d'euros en 2020 à 58,7 milliards cette année, soit une progression de 49,7% en 2 ans et plus 83% depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nos voisins ont pris les mêmes décisions. L'Allemagne va consacrer 100 milliards d'euros à ses armées cette année et l'Espagne augmente aussi son budget pour atteindre 17 milliards d'euros. En 2019, l'Agence européenne pour la défense saluait les choix des membres d'investir de nouveau dans leur défense. Mais l'Europe de l'armement est encore loin d'être au point. Les coupes budgétaires qui ont suivi la crise de 2007-2008 ont considérablement impacté les activités des sociétés du secteur. Entre 2007 et 2013, les marchands d'armes européens ont vu leurs revenus se contracter de 11% et ont parlé alors de misère des armées européennes. En cause, les économies et les coupes budgétaires réalisées sur les équipements et sur la recherche. Avant la crise de 2008, les pays de l'OTAN consacraient 3 milliards d'euros à la mise au point et au développement de nouvelles armes. En 2018, le budget avait déjà fondu d'un tiers. Sans recherche, pas d'innovation, et sans innovation, l'Europe est condamnée à rester totalement dépendante de ses principaux fournisseurs, ou plutôt, à présent que la Russie est hors concours, de son partenaire principal, les États-Unis. Pour tenter de stimuler l'innovation et la mise au point de technologies 100% européennes, le Parlement européen propose en 2016 de créer un fonds européen de défense, doté d'une première tranche de budget de 1,2 milliard d'euros, utilisé de 2019 à 2021, et qui vient de se voir accorder le déblocage d'une deuxième tranche de 7,9 milliards. Son objectif, financer tous les projets industriels d'armement et de défense innovants sur terre, mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace. L'unique condition pour bénéficier du soutien du fonds est non négociable. Les recherches doivent être menées en commun par au moins 3 industriels de 3 pays différents. De cette façon, le Parlement européen espère développer la coopération entre les États membres, chacun ayant eu tendance jusqu'à maintenant à favoriser les industriels nationaux. La mise en commun des compétences dans ces projets intracommunautaires devrait suffire à renforcer les liens entre les pays et favoriser une plus grande autonomie vis-à-vis des États-Unis, faire émerger de nouvelles technologies compatibles entre elles et soutenir la compétitivité des industriels de l'armement européen face aux géants américains. Les premiers projets sont déjà en route. Le drone de moyenne altitude d'Eurodrone s'est déjà vu allouer 100 millions d'euros et la radio logicielle sécurisée Essor a reçu 35 millions en 2021. Et puis, il y a eu le 24 février 2022, le jour où les armées d'Europe se sont réveillées. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, la guerre a commencé en Ukraine. À l'aube, Vladimir Poutine a annoncé dans un discours surprise à la télévision le début d'une opération militaire en Ukraine. Des bombardements ont été signalés dans plusieurs villes du pays, dont Kiev, Kharkiv, Odessa ou encore Mariupol et Kramatorsk. On fait le point dès le début de ce journal. Ce jour-là, la planète entière a frémi, d'inquiétude ou d'angoisse pour la plupart des gens. Mais il y en a qui ont au contraire accueilli la nouvelle avec joie, et ce sont les investisseurs. Nous l'avons vu tout à l'heure, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop et les autres Big Five ont vu la valeur de leurs titres multipliée par 2 à 6 en 10 ans, dont 25% seulement sur les 12 derniers mois. Avec de telles performances, leurs actionnaires se frottent les mains. Tiens d'ailleurs, qui sont-ils ? Et sans surprise, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. BlackRock, Vanguard et State Street se partagent 28,5% du capital de Lockheed et près de 23% de Raytheon. Les 2 derniers sont aussi propriétaires de 12% de Boeing. Tous les plus gros marchés d'armes américains sont cotés en bourse et moins le monde arrive à s'entendre, comme c'est le cas en ce moment, plus ils gagnent de l'argent et leurs actionnaires avec eux. En France, Thales appartient pour un quart à l'État français, un quart à la famille Dassault et le reste est flottant. Depuis le 17 décembre, son cours s'envole, plus 65%, et il flirte actuellement avec son plus haut niveau historique d'août 2018.
En retard sur ses concurrents, Safran met plus de temps à se remettre de la crise sanitaire, mais son cours, toujours très volatile, a été multiplié par 2,7 en 10 ans. Un nouveau contrat signé avec le spécialiste de l'espace Ariane Group devrait venir booster sa relance qui ne dépendra selon les analystes que du bon fonctionnement de ses chaînes d'approvisionnement. Attention, ceci n'est pas à prendre comme une incitation à investir sur un secteur controversé ou pourvoyeur de souffrance. Mais le bilan diplomatique mondial désastreux devrait aussi faire le bonheur d'une centaine d'autres gros spécialistes de l'armement européen qui sont listés dans la base de données du CIPRI et leurs carnets de commandes sont déjà complets pour les 5 années à venir. Leurs actionnaires n'ont pas fini d'avoir le sourire. Comme d'habitude, nous vous avons réservé quelques liens intéressants dans le descriptif si vous voulez en savoir plus, et vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans les commentaires. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous, ça nous aide beaucoup et on vous dit merci. Venez discuter sur nos réseaux sociaux, sur notre page Twitter, notre groupe Discord ou notre fil Telegram. On vous dit à tout de suite, c'était Money Radar.